Bonjour Clélia Renucci. Concours pour le paradis, c'est ce livre qui sera donc dans l'actualité à la fin du mois d'août. Vous êtes doctorante en littérature française et enseignante, vous vivez à New York. C'est un premier roman, il y avait eu d'autres publications au préalable, mais c'est un premier roman. Vous nous emmenez pour un voyage dans le temps et un voyage géographique. Nous sommes à Venise, le 20 décembre 1577. Le palais des Doges est en flammes et le Doge annonce un concours pour refaire la fameuse toile, l'immense toile du paradis. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à cet événement, à cette fameuse toile du palais des Doges ? Alors, c'est une histoire qui date d'il y a très longtemps. D'abord, je suis très contente d'être ici pour vous présenter mon premier roman. Je suis très émue aussi. Et donc, cette histoire, c'est en fait la première fois que je suis allée à Venise, il y a à peu près 6 ans. Comme nous tous qui sont allés à Venise, je suis allée visiter le palais des Doges. Et à la fin de la visite, je rentre dans cette immense salle du Grand Conseil. Et là, je tombe devant cette toile immense aussi, magistrale, pas très bien éclairée, avec des visages partout, des gens qui montent au ciel. Je me demande ce que c'est, donc je m'approche. Je vois une pancarte avec écrit « Concours pour le paradis » et une flèche. Et j'ai tout de suite envie d'y aller. Donc à partir de ce moment-là, je me suis renseignée. Et donc, ça fait 6 ans que cette idée ne me quitte pas. Et vous avez raison de le préciser, pour qui est allé à Venise, lorsqu'on visite le Palais des Doges, on voit cette toile, mais on ne s'y arrête peut-être pas. C'est pour ça que vous avez voulu mettre en exergue la citation de Jean-Philippe Toussaint, « Je suis très connu, mais personne ne le sait ». Oui, c'est exactement ça. Oui, pour tous ceux qui sont allés à Venise, quand je leur rappelle que tu te souviens, à la fin de ta visite, tu as vu le paradis, c'est cette toile immense. Alors oui, on s'en souvient, mais c'est vrai que ça n'est pas la chapelle Sixtine. Et j'espère que, grâce à ce livre, mais il n'y a pas que ce livre, en ce moment, Tintoret est à l'honneur. Pour les Parisiens, vous avez pu voir l'exposition au musée du Luxembourg, et donc peut-être qu'on va tous réussir à faire de cette toile une chapelle Sixtine. D'autant que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé à cette époque. Alors justement, c'est ce que vous racontez. Le roman est composé de 2 parties. Limbe, qui va de 1577 à 1588, je vérifie mes notes quand même, et Renaissance, qui va de 1588 à 1592. Parce que c'est un véritable roman feuilleton que ce concours, puisqu'effectivement, au départ, on va proposer aux plus grands maîtres de la ville, Véronèse, Tintoret, Palma le Jeune, ou encore Bassano et Zuccaro de plancher. Et puis après, il va y avoir des affaires politiques qui vont se mélanger à l'art. C'est une drôle d'histoire quand même. Mais c'est vraiment une drôle d'histoire parce que les concours de peinture, les concours d'architecture à Venise, ils en faisaient tout le temps. Donc quand le palais des Doges a brûlé, Venise était vraiment au sommet de sa gloire. Elle venait de gagner à la bataille de Lépante contre les Turcs. Et bon, tout à coup, ce palais brûle, il faut le reconstruire, il faut redonner une image politique et très puissante à Venise face à Rome. Et on décide de lancer ce concours. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû durer plus de 2 ou 3 ans. D'ailleurs, en même temps, il y a un concours pour reconstruire le pont du Rialto, celui sur lequel on marche encore aujourd'hui. J'en parle un peu dans mon roman. Donc c'est quelque chose qui aurait dû être très rapide et qui finalement va s'étirer sur 20 ans. Des peintres seront choisis au début, puis vous allez voir, il y a des suicides, il y a des morts, et finalement, il y a des trahisons, certains piquent les idées des autres réellement. Il y a du plagiat. Enfin, c'est une histoire pleine de rebondissements. C'est très recommandé. Ce qui est incroyable, c'est qu'il faut peindre le paradis, mais finalement, c'est toute la bassesse humaine qui se dévoile dans ce concours. Vous parliez de rivalité politique entre Rome et Venise, et puis des rivalités aussi internes, des rivalités entre les doges, et puis des rivalités entre les peintres, et notamment Tintoret et Véronèse, où il y a Tintoret et Véronèse, mais c'est une histoire, une guerre larvée. Une guerre éternelle. Tintoret, on dit qu'il se promenait dans Venise. Alors, il faut savoir qu'à Venise, à cette époque, l'étranger était assez mal perçu. Mais l'étranger commençait vraiment à la sortie de Venise. Donc, Véronèse, qui vient de Vérone, était un étranger, à 50 km. Et donc, Tintoret se promenait dans Venise en disant « le Véronais à Vérone ». Et donc, c'était vraiment une rivalité. Il y a une rivalité entre Tintoret et Véronèse qui est éternelle. Tintoret essayait toujours de prendre les commandes de Véronèse. Un jour, Véronèse a eu une commande dans une église. Tintoret l'a appris. Il est allé voir les prêtres de l'église. Il leur a dit « Qui va vous faire ce tableau ?»
Véronèse. Je peux faire du Véronèse mieux que lui, d'accord? Et c'est lui qui a obtenu la commande. Donc, c'est vraiment... il faut se remettre dans cette époque, c'est passionnant. Et moi, en faisant mes recherches, en découvrant tout ça, à force, ces personnes, parce que ce sont des personnes réelles, mais elles ont vraiment pris corps, pris forme, et voilà. Et puis dans les autres rivalités, il y a aussi la rivalité dans la famille, puisque finalement c'est Tintoret qui va emporter le marché. Non, pas trop. Non, l'histoire nous permet de le savoir, mais cette rivalité avec les enfants, moi j'avoue personnellement, je ne la connaissais pas. Au sein de la famille, c'était pas simple non plus. Non, au sein de la famille, d'ailleurs, parce que toutes les familles de peintres à cette époque avaient un atelier. Et dans l'atelier, les fils, on travaillait vraiment en famille. Les Bellini travaillaient en famille, les Tintoret travaillaient en famille. Et donc Tintoret, il avait plusieurs enfants, dont 2 fils qui sont devenus peintres, Domenico et Marco. Et c'est absolument terrible, cette relation entre frères, qui aurait pu être une relation d'émulation, et qui se retrouve... être vraiment de la rivalité fraternelle avec le bon Domenico, celui qui est capable, celui qui est bon peintre, et le mauvais Marco, qui est plutôt sympathique aussi, qui aime plutôt les filles et le jeu, et qui, lui, a un talent, disons, modeste, et qui, vous allez le voir, ne se conduit pas très bien. Alors, et il y a aussi leurs filles, aussi leurs sœurs. En nous parlant de tous ces artistes, nous parlons de personnages masculins authentiques, mais vous avez quand même voulu aussi intégrer des personnages féminins qui, là, sortent peut-être de votre imagination. Alors, il y a la fille Tintoret, bien évidemment, mais sinon, on peut évoquer Télia. Télia, c'est la courtisane, et puis il y a Olympe, qui est la fille du doge, et qui est aveugle. Pourquoi était-ce important, en tant que romancière, de faire intervenir ces 2 personnages qui sont un peu le jour et la nuit? Oui, pour moi, c'était... Mais parce qu'en fait, comme vous le voyez, cette Venise que je raconte, c'est la Venise du XVIe siècle. Ce n'est pas du tout la Venise de Goldoni, ce n'est pas la Venise du XVIIIe siècle avec des jolis masques blancs et un carnaval charmant et sensuel. C'est la Venise un peu païenne, quoi. C'est la Venise rabelaisienne. Et les masques du carnaval, c'est des berlingaccio, c'est des masques rougeaux, terrifiants. Et donc, c'est la démesure de la Venise de cette époque que je voulais retranscrire dans ces personnages féminins, avec la pureté absolue et la courtisane. Et même dans les histoires d'amour que j'invente, il y a la passion chez Véronèse, et pareil, l'amour ingénu, l'amour pur de Domenico pour Olympia, par exemple, la fille du doge. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Juste un petit mot pour rappeler aussi la place de la religion, parce que même dans ce concours de peinture, il y avait des directives, il y avait l'Inquisition qui était là, il y a certains peintres qui vont aller en prison parce qu'ils ne vont pas répondre complètement. Vous-même, vous connaissiez tout ça, ou vous avez découvert des choses insoupçonnées avec vos recherches? Non, mais j'ai découvert beaucoup de choses avec mes recherches. Absolument. J'ai fait surtout beaucoup de recherches, mais la religion, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la religion, dans ce contexte, elle est vraiment, comme toujours, mais elle est vraiment politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion à Venise sans se mettre en contradiction avec Rome, avec les jésuites, contre les franciscains. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas que de ça dans ce livre, mais c'est quand même présent. Les jésuites qui essayent de s'insérer dans Venise, Venise qui recule. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le Concile de Trente, on connaît ce nom, qui vient d'avoir lieu. Et donc la religion catholique s'est renforcée pour lutter contre les protestants. Et après ce concile, Rome a décidé d'envoyer des émissaires dans toutes les églises. Venise a refusé. Venise a refusé. Les émissaires ne pouvaient pas rentrer dans les scuola, ces centres de charité, vous savez, ces immenses bâtiments dédiés à la charité. Donc ils ont interdit l'accès des émissaires de Rome dans leur lieu. Donc vraiment, la rivalité entre Venise et Rome se jouait là. Et d'ailleurs, le paradis du Palais des Doges, ça n'a rien d'un petit paradis terrestre. C'est vraiment un paradis proprement vénitien, avec la Vierge en place centrale, parce que la Vierge, c'est Venise. C'est de la Vierge qu'est née Venise. Ce qui est passionnant dans votre roman, c'est qu'on apprend énormément de choses. On sent qu'il y a une documentation, mais tout cela est très fluide. On se laisse emporter par l'intrigue, on s'attache aux personnages. On les suit dans les ruelles de Venise, avec certains personnages qui sont très machiavéliques, qui sont retors. Bref, c'est un vrai coup de cœur. Et puis je vais laisser tout de suite la parole à Philippe Soussan, qui est libraire à Juvisy, la librairie Les Vraies Richesses. Philippe, vous aussi, vous avez lu ce roman et vous avez envie de nous en parler.
Bonjour. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement formidable dans le livre, c'est en fait la vie vénitienne de cette fin du XVIe siècle, confrontée à ces deux peintres monumentaux que sont effectivement Véronèse et le Tintoret. Et de cette opposition-là naît quelque chose d'assez étonnant entre ces différentes problématiques qui s'affrontent, donc le patriarcat, mais aussi les patriciens, pardon, mais aussi effectivement l'Église, mais aussi effectivement le peuple qui donne aussi son mot dans cette histoire. Et je n'oublie pas effectivement les personnages féminins qui sont essentiels, me semble-t-il, dans le livre. Je pense effectivement à Marietta, la sœur aînée du Tintoret, qui sort en quelque sorte, comment dirais-je, grandie dans ce livre, et en même temps en opposition, puisque Tintoret, Véronèse, c'est deux arts de vivre, deux manières de penser en quelque sorte le monde. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est aussi ça, c'est-à-dire ce reflet du monde qu'était Venise, cette singularité vénitienne que vous faites vivre de manière, je trouve, merveilleuse. Merci. Demain peut-être... Oui, merci Philippe. Demain peut-être saurons-nous lire dans le visage de ces anges rayonnants l'expression de ce que fut Venise. On retrouvera alors dans l'éclat de leur bataille le talent des artistes qui se sont succédés pour nous inciter tous un jour à regarder le paradis en face. Merci de nous inviter à regarder le paradis en face. C'est Clélia Renucci.